Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. Le Soudan suspendu de l'Union africaine. L'annonce a été faite ce jeudi. L'organisation exige la création d'une autorité civile de transition à Khartoum. Que s'est-il passé le 4 octobre 2017 au Niger lors de cette embuscade tendue par le groupe État islamique et qui a coûté la vie à 4 soldats américains? Eh bien, après plus d'un an d'enquête, le Pentagone vient de rendre son rapport. Et dans ce journal, nous parlerons d'un anniversaire, celui du débarquement en Normandie en France, survenu il y a 75 ans. Bonsoir à tous. C'est sans doute un signal fort qui vient d'être donné aux militaires au pouvoir au Soudan. Après plusieurs avertissements, l'Union africaine a annoncé ce jeudi la suspension avec effet immédiat du Soudan de l'organisation panafricaine. L'Union africaine exige la mise en place d'une autorité civile de transition dans ce pays confronté à une situation presque chaotique. Les précisions avec Irénée Herman Ombo. La République du Soudan ne participera plus officiellement aux activités de l'Union africaine. Ainsi en ont décidé les responsables de l'organisation régionale qui, depuis le début de la crise, plaident pour un transfert rapide du pouvoir aux civils. Si le Conseil militaire de transition ne cédait pas le pouvoir à une autorité de transition dirigée par les civils, le Conseil de paix et de sécurité imposerait automatiquement des mesures punitives aux personnes et entités faisant obstacle à l'établissement d'une autorité de transition dirigée par des civils. Début mai, l'Union africaine avait lancé cet ultimatum en donnant un nouveau délai de 60 jours aux militaires pour remettre le pouvoir aux civils. Les négociations entre la contestation et le Conseil militaire ont achoppé le 20 mai, chaque parti souhaitant prendre la tête de la transition prévue sur 3 ans. Selon un comité de médecins proches de la contestation, au moins 108 personnes ont été tuées et plus de 500 blessées en 3 jours. Pour la plupart dans la dispersion brutale d'un sit-in devant le siège de l'armée lundi à Khartoum. Et, selon la même source, le bilan de cette répression pourrait encore grossir. Michel Joseph, plutôt, qui règne donc. Pour développer cette actualité, allons en France où se trouve Mohamed Nagui, directeur de la Tribune du Soudan. Mohamed Nagui, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, que signifie cette suspension du Soudan par l'Union africaine et quelles pourraient être ses implications ? En fait, comme ça a été dit, donc c'est donc la suspension avec effet immédiat de la participation du Soudan à toutes les activités de l'Union africaine. C'est-à-dire aussi l'isolement politique et bien sûr diplomatique. C'est d'abord régional, mais par la suite international. C'est-à-dire que ça ouvre les portes devant tous les malheurs pour le régime en place, enfin pour le Conseil militaire en tout cas. Et est-ce que l'Union africaine considère que ce qui se passe au Soudan en ce moment est un coup militaire, un coup d'État militaire? Mais bien sûr, c'est-à-dire que ça a été déjà censé être le cas depuis la décision du 11 avril. Du 14 avril, quand ils se sont réunis, ils ont pris cette décision, ils ont demandé aux militaires de rendre le pouvoir aux civils dans 2 semaines. Et après, c'est avec l'intervention du président de l'Union africaine, le président Abdel Fattah al-Sisi. Donc, on a fait une réunion au Caire, on a demandé 3 mois, mais le Conseil de paix et de la sécurité a décidé de leur donner 60 jours. Or, avec ce qui est arrivé à Khartoum le matin du 3 juin, c'est-à-dire le massacre, c'est-à-dire, enfin en tout cas la tuerie qui a été perpétrée par les milices
forces de soutien rapide. Donc c'est ça au fait qui a provoqué cette réunion, c'est-à-dire on devait attendre jusqu'au 30 juin. Mais avec ce qui est arrivé le matin de lundi 3 mai, donc ça a précipité les choses et les gens se sont dit mais là il faut se réveiller les gars, on est en train de voir quelque chose qui risque de faire un remake, j'allais dire une répétition de ce qui est arrivé au Darfour. Alors, ce sont les mêmes miliciens ceci dit, qui commettaient des atrocités là-bas qui sont en train de faire ça à Khartoum. Ceci dit, sur le terrain, les tensions persistent entre militaires et mouvements de la contestation. Comment voyez-vous la suite des choses, ou plutôt, comment résoudre cette crise, selon vous? En fait, l'idéal, c'est que les militaires rendent le pouvoir, c'est tout, aux civils, et cela est un dit où, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il cherchait à prendre le contrôle de la période de transition. C'est-à-dire, comment on vous demande de rendre le pouvoir aux civils et vous venez dire ouais, il faudrait que c'est moi qui dirige ça. Ça ne peut pas être le cas, en tout cas. Et là, franchement, on attend demain l'arrivée du Premier ministre éthiopien à Khartoum. Parce que la résolution, enfin la décision même du Conseil du PLST lui a demandé d'entreprendre une médiation. On veut d'amener les militaires à appliquer cette décision. Sinon, après, il y aura des mesures punitives, comme il a été dit. Donc, on attend ce que demain les militaires vont dire. Tout à fait. Voilà. Merci. Mohamed Nadji, je vous remercie. Donc, je rappelle que vous êtes directeur de la Tribune du Soudan et vous êtes basé en France. Au Tchad, 2 responsables d'un important groupe rebelle ont été condamnés ce jeudi à la prison à vie par la cour d'appel de N'Djamena, réunie en session criminelle spéciale pour participation à des mouvements insurrectionnels. Il s'agit de Hassan Boulmaé, président du CCMSR, le Conseil de commandement militaire pour le salut de la République, et Ahmad Yacoub Adam, porte-parole de ce groupe. Un 3e rebelle, Abderrahman Issa, est décédé dans la prison de Korotoro suite à de mauvais traitements, selon une source sécuritaire apparue en 2016. Le CCMSR s'est défini comme une opposition politico-militaire au pouvoir d'Idriss Déby et revendique plusieurs milliers de combattants. En août 2018, le groupe avait attaqué dès la Libye voisine des villages et positions militaires du nord tchadien. Le secrétaire d'État américain à la Défense par intérim, Patrick Shanahan, a officiellement accepté les résultats d'une enquête sur l'embuscade tendue contre les soldats américains au Niger. C'était le 4 octobre 2017. Cette attaque avait fait 8 morts, 4 soldats nigériens et 4 chez les Américains. Claire Borangibourg. C'est par un bref communiqué que Patrick Shanahan s'est déclaré satisfait que toutes les conclusions, les récompenses et les actions de responsabilité soient approfondies et appropriées. Fin de citation. Le 4 octobre 2017, des militaires des forces spéciales américaines et des soldats nigériens tombent dans un guet-apens près du village de Tongo Tongo, à environ 200 km au nord de Niamey. Les soldats avaient été attaqués par des combattants affiliés au groupe État islamique, équipés d'armes automatiques, de grenades et de mitrailleuses. Arrivés au Niger depuis quelques semaines, les militaires américains étaient en mission pour former l'armée nigérienne et lui fournir une assistance dans la lutte antiterroriste. Mais au moment de son déploiement, seule la moitié de l'unité avait eu un entraînement collectif. Le rapport final de l'enquête américaine sur cette embuscade, publié en mai 2018, avait aussi démontré une supervision insuffisante et révélé un manque d'équipement approprié. L'enquête avait aussi souligné que les forces de Daesh étaient 3 fois plus nombreuses. Les assaillants n'ont battu en retraite que grâce à l'intervention d'avions de chasse de l'armée française. Le secrétaire d'État américain à la Défense a précisé que la principale préoccupation du Pentagone au cours de l'enquête concernait les familles des personnes décédées. Il a ajouté que le département avait pris des mesures correctives dans des domaines tels que la formation, la gestion des risques, la discipline de terrain et le leadership.
Ajoutons à propos du Niger que les États-Unis s'engagent à offrir un peu plus de 21 millions de dollars pour ces efforts dans le cadre du G5 Sahel. Il a été procédé ce matin à la réception d'une partie de cet appui. Il s'agit de matériel qui comprend des camions-citernes pour le transport de carburant et de l'eau, des systèmes de navigation GPS, des conteneurs de carburant, des tentes militaires, de l'équipement individuel, des soldats pour améliorer donc la sécurité le long des frontières avec le Mali et le Burkina Faso, des pays qui font face aux organisations extrémistes. Commémoration du 75e anniversaire du D-Day, le jour J du débarquement allié en Normandie. C'était le 6 juillet 1944 à Colleville-sur-Mer en Normandie ce jeudi. La France et les États-Unis ont célébré à l'unisson ce tournant décisif de la Seconde Guerre mondiale, mettant en sourdine leurs divergences sur des sujets tels que l'Iran ou encore le changement climatique. Vétérans, nous savons ce que nous vous devons, la liberté, a lancé en anglais le président français Emmanuel Macron aux anciens combattants réunis au cimetière américain d'Omaha Beach. Vous êtes la fierté de notre nation, a affirmé à son tour le président Donald Trump. Il y a donc 75 ans, des milliers de soldats américains s'apprêtaient à prendre part au jour J lorsque les forces alliées parties de Grande-Bretagne ont franchi la Manche pour débarquer sur les plages de Normandie en France sous l'occupation allemande. Elles ont fait face à une résistance féroce, mais l'opération Overlord a été couronnée de succès et l'Allemagne nazie est tombée 11 mois plus tard. Plusieurs anciens combattants du jour J sont retournés en Normandie pour cet anniversaire. Henry Richwell a parlé longuement avec un ancien combattant du Tennessee, blessé à 3 reprises dans la bataille pour reprendre la France. Voici son reportage que nous présente ici Irénée Herman Umbo. L'âge a laissé sa marque, les cicatrices de la bataille ont ralenti, mais leur détermination n'a pas diminué. Lundi à Omaha Beach, d'anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale sont venus voir et se souvenir. Roussel Piquet était alors un soldat de 19 ans du 116e régiment d'infanterie. Notre bateau a volé en éclats quelques mètres avant que nous n'atteignions la terre. J'ai repris connaissance, allongé sur le sable, les pieds dans l'eau. Mes jambes ne pouvaient pas bouger, donc je ne sais pas vraiment comment, d'une façon ou d'une autre, j'étais arrivé là. Plus de 4000 soldats alliés sont morts le même jour. Les pertes allemandes, elles, sont estimées à entre 4000 et 9000. Piquet a été sauvé par un autre navire de débarquement juste au moment où la marée était sur le point de le ramener en mer. Il avait ramassé environ 4 autres blessés. L'un d'eux avait toute l'épaule arrachée et est mort en route vers le navire. Piquet fut renvoyé chez lui dans le Tennessee en juin 1945. Nombre de ses frères d'armes ne sont pas rentrés. Croyez-le ou non, j'essaie de tout oublier. Mes souvenirs de tous mes amis tués et enterrés dans le cimetière ici. Vous pouvez imaginer, je suis heureux d'être ici, ceci étant mon dernier voyage. Environ 35 anciens combattants américains du jour J se sont rendus en Normandie cette année, aux côtés de dizaines d'autres vétérans de Grande-Bretagne, du Canada et de plusieurs autres pays. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Les titres de cette seconde partie de votre journal. Les États-Unis devront faire face à un manque criant de personnel médical au cours de la prochaine décennie. C'est un diagnostic sans appel des experts. Et nous irons à Kampala à la rencontre de Aïcha Bahati, une coiffeuse ougandaise qui, malgré son handicap visuel, a décidé de poursuivre sa passion pour la coiffure. Une nouvelle secousse dans le football africain. Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a été interpellé à Paris par les autorités françaises. Les États-Unis seront confrontés à un manque criant de professionnels de la santé au cours de la prochaine décennie, dont 120 000 médecins d'ici 2030, selon les données de l'Association médicale américaine. Avec une population et une main-d'œuvre américaine vieillissante, les médecins et les infirmières d'origine étrangère jouent un rôle croissant dans le secteur de la santé, en particulier dans les zones rurales où ce manque se fait le plus ressentir. Mais comme nous explique Ramon Taylor, leur aide ne suffira peut-être pas à mettre fin à la crise. Le récit est de Salwa Jafari. Dans les régions rurales des États-Unis, le vieillissement de la population pose un problème réel, l'accès aux soins médicaux. À Danville, en Pennsylvanie, un district d'environ 4600 habitants, l'hôpital le plus proche est à 1 heure de route. Ce centre médical dit avoir besoin de travailleurs non autochtones pour maintenir son quota optimal d'infirmiers patients. Comme de nombreux hôpitaux du pays, Gessinger est confronté à une population vieillissante et franchement à une main-d'œuvre vieillissante. Nous devons donc nous pencher sur notre main-d'œuvre de demain et sur son avenir. Ainsi, l'hôpital se tourne vers des infirmiers et des infirmières d'origine étrangère, tels que Emoy Drummond. Ce n'est pas facile de déménager avec 2 filles, loin de la famille. Habituellement, on souhaite se rapprocher de la famille, mais j'ai tenté ma chance. Selon une étude réalisée par New American Economy, près de 15% des infirmiers et 23% des auxiliaires de santé sont des immigrés. Mais avec plus de 1,3 million de postes vacants dans le secteur de la santé prévus au cours de la prochaine décennie, les hôpitaux veulent accélérer les recrutements. Si vous regardez les zones urbaines, il y a plus de 200 médecins pour 100 000 habitants. Mais si vous regardez les comtés ruraux, le nombre de médecins est beaucoup moins important, environ 82 pour 100 000 habitants. Le 16 mai dernier, le président Trump a annoncé un nouveau plan d'immigration fondé sur le mérite. Mais on ignore si ces changements auront un impact sur le personnel soignant. Comme Gessinger, l'hôpital Championsburg s'appuie sur des travailleurs non autochtones. Environ la moitié de ces médecins sont des diplômés étrangers. Lors de nos entretiens, nous n'avions pas trouvé suffisamment de diplômés américains. D'une certaine manière, ils n'aiment pas les petites villes. Donc, sur 10 diplômés, par exemple, un seul va être intéressé. La VOA s'est entretenue avec 10 médecins nés à l'étranger à Championsburg. 9 d'entre eux ont exprimé leur volonté de rester. J'aime bien mes patients, j'aime ce que je fais à Championsburg. Et la plupart des médecins, une fois qu'ils ont commencé à travailler quelque part et qu'ils ont tissé des liens avec leurs propres patients, il leur est difficile de changer de région. Les médecins indiens, comme le docteur Tarupati, font face à une longue attente pour obtenir leur permis de résidence. Il espère que son engagement envers la ville qu'il a adoptée ne sera pas pris pour acquis. Et retrouvons Yacouba Ouedraogo pour parler de sport. Yacouba, on commence par cette affaire qui concerne Ahmad Ahmad. Bonsoir, de quoi s'agit-il ? Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. John, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a été entendu par les autorités françaises. Le journal Jeune Afrique évoque une interpellation en rapport avec la rupture unilatérale d'un contrat entre la CAF et l'équipementier allemand Puma.
La FIFA dit prendre note des événements présumés concernant M. Ahmad pour des allégations liées à son mandat de président de la CAF. La Fédération internationale soutient ne pas connaître les détails de cette enquête, mais demande aux autorités françaises toute information qui pourrait intéresser son comité d'éthique, entendez par là la justice interne du football mondial. Le président de la CAF est présent à Paris dans le cadre du congrès électif de la FIFA qui s'est tenu hier dans la capitale française. Décidément, l'image du foot africain a pris un sérieux coup en 48 heures. Je vous disais hier, la CAF a décidé de faire rejouer la finale retour de la Ligue des Champions. Ce match entre l'Espérance sportive de Tunis et le Wydad de Casablanca sera disputé sur terrain neutre et après la CAN qui débute dans 2 semaines. Cette décision de l'instance africaine fait suite à la polémique née d'une panne de la VAR lors de la rencontre à Radès en Tunisie. Mais la CAF a plutôt évoqué des conditions de jeu et de sécurité pour justifier sa décision qui satisfait les Marocains mais qui scandalise les Tunisiens. Suivez. La CAF a tranché en faveur des Marocains qui, vendredi dernier, se sont retirés en plein match pour protester contre la panne de l'assistance à l'arbitrage vidéo. Celle-ci aurait pu permettre de leur valider un but refusé par l'arbitre. En plus de cette condition de jeu liée à la VAR, l'instance africaine a tablé sa décision sur les conditions de sécurité qu'elle estime non réunies lors de ce match retour, d'où sa décision de faire rejouer le match hors de la Tunisie, une issue qui réjouit certains Marocains, même si d'autres s'attendaient à mieux. Une partie des Wydadis jusqu'au boutiste estimaient que cette décision n'était pas entièrement satisfaisante, qu'il fallait recourir au TAS, qu'il fallait gagner le match sur tapis vert. Une grande majorité s'estime satisfaite, elle estime que justice a été rendue. Il y a une énorme satisfaction, non seulement chez les supporters Wydadis, mais chez beaucoup de Marocains. Le forfait du WAC, dans des conditions rocambolesques marquées par des échauffourées et de longues discussions entre dirigeants, avait permis aux Tunisiens de célébrer le titre devant leur public à Radès pendant 5 jours seulement. Retournement des situations, les espérantistes doivent rendre le trophée et les médailles qu'ils avaient déjà reçues. À Tunis, au quartier général du club, les supporters crient au scandale. Au début, le Wydad a dit que c'était la VAR. Et après la VAR, c'est devenu une autre histoire. Une histoire de sécurité, je ne sais pas quoi. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Pas de certitude non plus sur le lieu et la date de ce match à reprendre après la CAN 2019 en Égypte. Rien n'est cependant perdu pour l'Espérance de Tunis, la CAF ayant validé le résultat de 1-1 au match aller, joué au Maroc. Un match nul vierge suffirait donc aux Tunisiens pour reprendre le trophée. Coup dur pour le Brésil et son ancien capitaine, Neymar est forfait pour la Copa América. La superstar du Paris Saint-Germain, visée par une accusation de viol qu'il nie, a fait état de son indisponibilité pour la Copa América chez lui au Brésil. Neymar, sorti en cours du match amical contre le Qatar 2-0 hier à Brasilia, souffre d'une rupture ligamentaire au niveau de la cheville droite. Il a déjà raté près de 3 mois de compétition après s'être blessé au pied droit, le même qui a subi une opération en 2017. Fin mai, le sélectionneur Tite lui a retiré le brassard de capitaine de la Seleção après qu'il a frappé un spectateur au visage lors de la finale perdue de la Coupe de France. Et pour finir, nous parlons de basketball. En NBA, Toronto est à 2 victoires de son premier titre. Les Raptors mènent 2 victoires à 1 dans la finale 2019 après avoir surclassé 123 à 109. Golden State, décimé par les blessures, déjà privé de Kevin Durant. Depuis un mois, les Warriors ont enregistré le forfait de dernière minute de Klay Thompson. Leur meneur, Stephen Curry, s'est pourtant démené avec 47 points, son nouveau record personnel en play-off. Mais Lauri et le Congolais Serge Ibaka, avec 6 contres, ont définitivement écœuré les Warriors. Ces derniers peuvent cependant rectifier un tir dès demain avec le retour de Thompson et peut-être celui de Durant, leur meilleur marqueur attendu comme sauveur. Au revoir. Merci Yacouba. Ils sont plus d'1 milliard de personnes dans le monde à vivre avec une forme de déficience visuelle. Dans leur quotidien, certains déficients visuels sont souvent obligés de mendier pour subvenir à leurs besoins. Mais d'autres arrivent à relever le défi de leur handicap et gagner leur vie. C'est le cas de Aïcha Bahati, une coiffeuse ougandaise qui vit à Kampala. Claire Morin-Gibour nous raconte son histoire. Aïcha Bahati a perdu la vue à l'âge de 8 ans. Un médecin lui avait prescrit des médicaments périmés pour combattre la malaria. L'effet secondaire a été la cécité. Quand ma mère a réalisé que j'avais perdu ma vue pour de bon, elle a commencé à m'apprendre à tresser les cheveux d'abord avec les poupées.
J'avais 9 ans à l'époque. Je suis devenue aveugle à 8 ans. J'ai continué à pratiquer sur les poupées et quand j'étais en train d'apprendre, je ne savais pas que j'étais en train de m'entraîner pour une profession. C'était juste une passion entre ma mère et moi. Après des années de pratique sur des poupées, Aïcha a commencé à travailler sur des personnes à l'âge de 12 ans et à 14 ans, elle a commencé à travailler dans un salon de coiffure. Elle a lancé son propre salon de coiffure à 19 ans avec sa sœur. Les gens m'aiment bien parce qu'ils sont surpris de voir que même si je suis aveugle, je peux faire ce que les autres peuvent faire. J'en suis ravie parce que je pousse les gens à penser et j'inspire ceux qui ne peuvent pas travailler. Ils se disent, si une fille aveugle peut le faire, je peux aussi y arriver. Je peux inspirer les autres et ça me donne du courage. J'aime beaucoup venir dans ce salon parce qu'Aïcha prend très bien soin de moi. Elle tresse très bien mes cheveux. Je suis musulmane, donc mes styles de cheveux sont simples. Elle donne aussi un bon service clientèle et c'est pour ça que je l'aime bien. Aïcha Bahati est une inspiration pour beaucoup étant donné son parcours extraordinaire. Elle est la preuve qu'avec de la persévérance, on peut réaliser ses objectifs malgré les défis. Elle a reçu plusieurs prix, notamment celui de styliste de l'année de la Fondation Malango. Bravo à elle. Du 75e anniversaire du débarquement en Normandie, reparlons-en, mais cette fois vue du ciel avec des parachutistes, parmi lesquels Tom Rice, ancien combattant américain âgé de 97 ans, qui ont donc sauté de l'avion au-dessus de la campagne normande en hommage aux soldats qui ont participé au débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944. Après son saut, Tom Rice s'est dit satisfait. « Je me sens bien, je monterai et referai tout ça », a-t-il ajouté. Lorsque Rice a sauté en 1944, il y a 75 ans, il faisait partie de la 101e division aéroportée de l'armée américaine. Il avait alors, comme hier, atterri en toute sécurité, malgré le fait qu'il se soit pris à la sortie et qu'une balle ait touché son parachute. Il a appelé le saut de 1944 le pire saut qu'il ait jamais fait. Et c'est avec cette histoire et dans les cieux qu'on se sépare. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. Excellente soirée à toutes et à tous.